je vais vous présenter rapidement le programme de cette matinée. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir faire la distinction entre entreprise et secteur d'activité. Donc, de quoi parle-t-on? Ensuite, nous allons avoir une présentation du secteur de la santé par Christine Grisset de l'Opco-Santé. Puis une présentation du métier d'infirmier et de médecin par Nathalie Sopé, infirmière, et Dr Gilles Brunet, médecin à la clinique des Ormeaux. Et Aurélien Auger va aussi nous parler de la clinique. Ensuite, nous aurons la présentation du métier de pédicure podologue par Barbara Guittard, qui est en formation pédicure podologie. Et ensuite, il y aura la présentation du métier de masseur kinésithérapeute par Antoine Bess. Pour finir, moi, je vais vous faire une présentation de notre plateforme Destination Métier, qui permet de se mettre en lien avec des professionnels en Normandie et de trouver des stages. Et enfin, donc, nous aurons un moment de questions-réponses. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat. On pourra y répondre à la fin. Rapidement, on va faire un petit tour de table. Christine, si tu peux te présenter. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, Christine Grisset, je travaille pour l'Opco-Santé. Alors, pour faire simple, c'est un organisme qui accompagne les entreprises, alors les structures de la santé et du social, à monter des projets pour la formation et le recrutement de leurs salariés, pardon. Donc, événements comme ce matin, par exemple. Super. Merci beaucoup. Aurélien Auger, si c'est possible pour vous. Donc, bonjour à tous, Aurélien Auger, directeur des soins à la clinique des Ormeaux. Je suis accompagné de Nathalie qui est infirmière sur la clinique et qui nous présentera du coup le métier d'infirmière tout à l'heure. Parfait. Est-ce que Barbara Guichard est arrivée? Je ne crois pas. On va pouvoir passer à Antonin Bess, s'il vous plaît. Bonjour, du coup Antonin, je suis étudiant en dernière année de kinésithérapeute, de master kinésithérapeute à l'IFMK d'Alençon et actuellement en stage sur Bagnoles de l'Orne. Super. Et puis moi-même, du coup, Laurine Romé, donc je travaille à l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie et je suis chargée de projet et plus particulièrement sur le volet partenariat santé sociale. Voilà, sur ces secteurs d'activité. D'ailleurs, en parlant de secteur d'activité, rapidement, on va voir quelle est la différence entre une entreprise et un secteur d'activité. Donc, une entreprise, c'est une organisation qui vend des biens ou des services. Donc, par exemple, Sanofi fabrique des médicaments. Et un secteur d'activité, c'est un ensemble d'entreprises qui travaillent dans le même domaine. Donc, le secteur de la santé regroupe les entreprises pharmaceutiques, les hôpitaux, les laboratoires d'analyse, etc. Et donc, pour résumer, Sanofi est une entreprise, mais elle fait partie du secteur de la santé. Voilà. On va pouvoir passer du coup à la présentation du secteur de la santé par Christine Grisset. Alors, je vais aller très vite parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on est un organisme qui accompagne les entreprises dans leurs besoins de recrutement et dans les besoins de formation de leurs salariés. On travaille, enfin, ces structures que l'on accompagne, elles travaillent avec tout public. Ça va des jeunes enfants, donc jusqu'aux personnes âgées, handicapées et ou dépendantes. Pour situer un petit peu notre territoire, donc moi j'interviens sur la partie Normandie et on accompagne à peu près 1000 entreprises, 1000 structures sur la Normandie, ce qui représente environ 50 000 salariés sur le territoire. Voilà, rapidement. Si on peut passer à la suite. Alors, en termes de ce qu'il faut retenir sur cette diapositive, c'est que les métiers de la santé sont divers et variés. On a plein de métiers à découvrir au sein du secteur de la santé. Ça va par agent de service hospitalier, aide-soignant, chirurgien, diététicien, ergothérapeute, infirmier. Enfin, on va vous en parler un peu plus en détail avec les différentes interventions. Mais les métiers sont très variés et les lieux où exercer aussi ces métiers sont vraiment divers.
Ça va des centres de lutte contre le cancer aux cliniques privées, donc ce qu'on verra avec la clinique des Ormeaux tout à l'heure, les EHPAD, donc ce sont les maisons pour accueillir les personnes âgées, les établissements français du sang où on peut chacun donner notre sang, et les instituts Pasteur, par exemple, avec la recherche en santé. Pour la suite, alors au niveau des métiers les plus exercés, et on en aura des exemples ce matin, les infirmiers et les infirmières sont très représentés, donc avec une 30% environ de représentation métier sur le secteur. Ensuite, on a les aides-soignants, donc qui interviennent dans tous les établissements en termes de nettoyage, d'approvisionnement, d'accompagnement des personnes, la livraison des repas, enfin vraiment un métier varié, et qui prodigue aussi des soins. Voilà, qui représente aussi une bonne partie des emplois, avec 25% des emplois sur le secteur. Hop, si on peut, voilà. Ce qui est important de retenir aussi par rapport au secteur de la santé, c'est qu'on a des métiers avec des niveaux d'accès et des durées de formation très variables. Aide-soignant, on a un accès directement après la 3e pour une formation d'1 an, avec un diplôme d'État et des diplômes d'agent de service hospitalier accessibles aussi après la 3e, avec une durée de formation de 2 à 3 ans. Masseur kiné, on aura Antonin tout à l'heure qui nous en parlera. Et puis ensuite, on aura l'intervention aussi de Nathalie sur la partie infirmier. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment des accès très rapides après une 3e, par exemple, et un accès donc avec le bac pour différents métiers, et des durées de formation qui sont très variables, et des métiers qui sont accessibles aussi en apprentissage. C'est important. Alors, au niveau du secteur, on a la partie métier du soin qui représente 45%. Donc, ce sont plutôt tout ce qui tourne autour donc, des métiers du soin et de la prévention, le paramédical, le médico-technique. Et ensuite, on a l'accompagnement social. On intervient, nous, l'OPCO, sur la santé et sur le social. Donc, le soin représente 45%, les métiers du soin représentent 45% de notre activité. Et accompagnement éducatif et social, donc ce sont plutôt les assistants sociaux. Et on a aussi, pour les secteurs de la santé, des fonctions, ce qu'on appelle des fonctions support. Donc, ce sont des secrétaires, des cuisiniers, des gestionnaires de paye. Voilà, il y a aussi besoin de métiers, on va dire, plus administratifs, moins techniques en tout cas sur la partie santé, mais qui sont aussi importants en termes de recrutement et de représentativité métier. Et on peut passer à la diapo suivante. Alors, ce qu'il faut retenir sur cette première partie, ce sont des métiers de proximité. Le secteur de la santé recrute en proximité parce qu'évidemment, on ne peut pas soigner des personnes à 300-400 km de leur lieu d'habitation. Donc, ce sont des métiers de proximité, donc non délocalisables. Ça veut dire qu'on aura toujours besoin de proximité pour ces métiers-là. Donc, ce sont des métiers qui recrutent en CDI la plupart du temps, donc ça veut dire des emplois qui sont durables et à temps plein. Donc, avec des possibilités aussi de travailler moins, mais on a des besoins sur des temps pleins. Donc, si vous voulez travailler 35 heures par semaine, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait faisable. Ce sont des métiers qui permettent d'évoluer. Vous pouvez commencer par agent de service hospitalier, par exemple, et évoluer progressivement. Vous pouvez évoluer en termes de métier, donc commencer par un métier dans le secteur de la santé et ensuite partir sur un autre métier, évoluer vers un autre métier. Donc, ça permet d'évoluer aussi en termes de salaire et en termes de responsabilité. Alors, évidemment, ce sont des métiers qui ont du sens et qui sont utiles au quotidien. Ça, inutile de le rappeler, mais on va le rappeler quand même. Et donc, ce que je vous disais, c'est un peu en lien avec la proximité. Aujourd'hui, vous pouvez exercer à Caen, à Rouen, à Saint-Lô, à Alençon, mais demain, vous pouvez aussi, si vous voulez être mobile, vous pouvez très bien exercer votre métier, quel qu'il soit dans la santé,
à Lille, à Paris, à Marseille, à Bordeaux. Il y aura toujours besoin d'aides-soignants, de masseurs kinés, d'infirmières, de médecins sur le territoire. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que la plupart de ces métiers sont accessibles en apprentissage. Donc ça veut dire que vous êtes à la fois en école pour apprendre les bases techniques et ensuite en entreprise, donc en clinique, en EHPAD, en institut pour apprendre, pour être vraiment immergé au cœur de métier. Voilà, c'est les principales choses à retenir de ce que j'avais à dire ce matin. Donc s'il y a des choses à retenir, c'est vraiment cette diapo-là. Et ensuite, donc, on va laisser les experts parler de leur métier. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, on a un site qui s'appelle Les Diplômés de la vie, où vous retrouvez tous les métiers de la santé et du social. Et on a aussi un espace YouTube avec des vidéos de présentation des métiers. Donc, on n'a pas le temps de voir tous les métiers ce matin, mais moi, je vous invite à aller découvrir ces deux sites pour voilà, avoir des expériences, des témoignages de professionnels de la santé pour en savoir plus. Et nous pourrons du coup C'est vous transmettre ce diaporama pour que vous oui, puissiez accéder à ces sites. Voilà. tout à fait. Et donc là, ça va être au tour de Monsieur Auger qui va du coup nous parler de la clinique des ormeaux. Oui, vous m'entendez bien, c'est bon? Très bien. Ok. Donc, alors, assez succinctement pour laisser plutôt la parole après à Nathalie et au docteur Brunet pour présenter leur métier. La clinique des Ormeaux, donc c'est une clinique privée située au Havre, près des Docks pour ceux qui connaissent. C'est une clinique familiale. L'organisation de la clinique, assez rapidement, on a une direction, après les services de soins avec les médecins, des responsables d'unité, les chirurgiens aussi, selon les services, des infirmières, des aides-soignantes, des agents des services hospitaliers. Et comme vous le disiez tout à l'heure, des services support, des services administratifs, des services techniques, des services logistiques, pharmacie, informatique, une cafétéria. Donc une clinique, c'est vraiment beaucoup de métiers différents. On est là pour le soin, pour des patients, mais une clinique, un établissement de santé, c'est beaucoup de métiers différents au service du patient. On a aussi en partenariat avec la clinique, mais pas au sein de la clinique, un laboratoire et un service d'imagerie médicale. Donc là aussi, d'autres métiers qui participent à la prise en charge des patients. Au niveau de l'activité de la clinique, donc pour faire un peu un chemin avec les patients, on a un service de consultation où on a de nombreux médecins et chirurgiens qui vont consulter dans ce service, que ce soit sur de l'urologie, de l'orthopédie principalement, la chirurgie plastique et esthétique. Voilà, c'est nos principales activités aujourd'hui, pour ensuite éventuellement déboucher sur une hospitalisation dans un de nos services de soins. Aujourd'hui, nous avons un service de chirurgie conventionnelle, un service de chirurgie ambulatoire, où les patients viennent pour la journée, se font opérer et rentrent chez eux le soir. Un service de médecine et avec des lits de soins palliatifs. Un service d'hôpital de jour pour les patients atteints d'un cancer. Et on voit apparaître un peu plus loin un service des urgences, service qui est ouvert donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui accueille des patients à toute heure du jour et de la nuit. Pour avoir un ordre d'idée, la semaine dernière, on a eu 508 passages sur notre service des urgences, ce qui fait à peu près 72 patients par jour qui passent sur 24 heures. On a aussi donc la chimiothérapie ambulatoire, je le disais, pour les patients atteints du cancer qui viennent sur la journée pour recevoir leur traitement. Et enfin, le plateau technique, donc un bloc opératoire qui est composé de 10 salles où vont se dérouler les opérations, que ce soit orthopédiques, urologiques, esthétiques et gynécologiques, qui sont vraiment les principales opérations qui se font aujourd'hui sur l'établissement. Sur la clinique, on est environ 210 salariés en CDI. Donc, c'est une clinique, on va dire, à taille familiale, un établissement d'une taille raisonnable
par rapport à d'autres structures où on va avoir, je pense par exemple à des CHU ou des grands établissements, on va avoir 10 000 salariés. Donc un établissement à taille familiale. Voilà ce que je pouvais dire pour présenter rapidement l'établissement, et puis je vais laisser la parole à Nathalie pour présenter son métier. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nathalie et je suis infirmière depuis un certain nombre d'années. Donc, comme il a été dit précédemment, effectivement, pour accéder à l'école d'infirmière, il faut s'inscrire via Parcoursup après avoir passé un bac, que ce soit ST2S ou un bac général. Il est aussi possible d'accéder à cette formation via une formation continue après être passée aide-soignante. La durée de la formation, c'est 3 ans. Lors de la formation, il y aura des cours magistraux, des cours de travaux dirigés, du travail personnel et des stages. Effectivement, le travail personnel est important puisqu'il faut apprendre à aussi poser des questions, ce qui amène aussi à la qualité qui est requise. Il faut savoir s'adapter à une équipe, être méthodique, être vigilant aussi dans les calculs de doses, savoir se remettre en question, puisque en fin de compte, c'est un métier où on apprend tous les jours. Il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux protocoles qui se font. C'est un métier où on peut se perfectionner dans différents secteurs. On peut passer infirmière puéricultrice, on peut même arriver à obtenir un diplôme pour être responsable d'un service, qu'on appelle aussi des surveillantes, via un management, voilà. C'est un métier qui est ouvert et où on peut progresser. Donc, il faut aussi être bien au niveau de l'analyse d'une situation, puisqu'on travaille en équipe. Comme il a été dit tout à l'heure, il y a différentes personnes au sein de la structure, que ce soit de l'administratif, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. On a besoin de cette collaboration pour pouvoir amener le meilleur pour les patients et leur permettre de retrouver leur autonomie. Une journée de travail, elle dépend aussi des horaires, donc ça va passer par un temps de transmission, des actes techniques, l'administration de médicaments, le fait de poser des sondes, diverses sondes, que ce soit urinaires ou des sondes pour alimenter les patients. Ça peut être des transfusions, ça peut être l'administration de chimio. Et un échange surtout avec les différentes professions, notre médecin avec lequel on va donner nos observations et qui, lui, va pouvoir faire les prescriptions en conséquence pour améliorer l'état clinique du patient. À côté de ça, on doit être informé sur toutes les thérapeutiques, les nouveaux protocoles, faire attention à des termes spécifiques, tout ce qui est identito-vigilance, qui sont des points clés lors d'une hospitalisation. On a aussi tout ce qui est le secret professionnel aussi qui va être à respecter, que ce soit au sein de l'établissement, à l'extérieur. Tout ce qui est pharmacovigilance aussi, qu'on acquiert aussi pendant nos années d'études, mais que l'on continue à progresser pendant notre travail. Et il y a aussi tout ce qui est avoir des missions transversales. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être infirmière et de progresser tout au long de mes années, puisque j'ai différents diplômes à côté pour permettre ma prise en charge et l'optimiser auprès des patients. Donc maintenant, je vais laisser la place à notre médecin du service, le docteur Brunet. Merci Nathalie. Bon, bonjour à tous, moi je suis le docteur Brunet, donc effectivement je suis à la base médecin généraliste et actuellement je m'occupe de l'hospitalisation donc en oncologie. Alors en fait l'oncologie prend en charge les pathologies d'origine cancéreuse quelles qu'elles soient.
À la base, nous avons en charge avec l'équipe une responsabilité sur 19 lits de patients pour lesquels en fait nous faisons une visite tous les jours. Alors le métier de médecin est quelque chose de très complexe, d'évolutif, qui peut effectivement être accessible après le bac. En fait, à l'heure actuelle, donc, il faut passer par une étape qui s'appelle le PASS, en fait, anciennement PASSES, anciennement à mon époque, on appelait le PCEM1, donc c'est un concours post-baccalauréat qui vous permet de passer en deuxième année, donc quelque chose de très sélectif qui nécessite, comme disait Nathalie, du travail personnel, énormément de travail personnel, une très bonne volonté et surtout pas de découragement. Donc l'accessibilité se fait donc à la faculté de médecine qui à l'heure actuelle est à Rouen ou Caen en fait et qui est basée sur des cours magistraux, une association de cours magistraux pendant en général les 2-3 premières années associées à des stages. Vous avez à peu près en gros 6 bonnes années d'études avant de passer ce qu'on appelle l'internat. En fait, l'internat vous donne le droit de prescrire, mais vous n'êtes pas encore docteur d'État en médecine, puisqu'il vous faudra une thèse au terme de cet internat pour pouvoir être officiellement docteur d'État en médecine en France. Cet internat peut durer de 3 à 5 ans selon que vous faites de la médecine générale ou que vous faites une spécialité. On raisonne dans ce qu'on appelle en semestre. En gros, pour vous donner une idée, un chirurgien fait 10 semestres post-internat après ses 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il fait 5 ans, donc 6 et 5, 11 ans. Voilà. Comme on disait, le métier de médecin est quand même quelque chose d'évolutif qui nécessite quand même de la méthode, de la rigueur, de l'organisation, des qualités humaines qui ne s'apprennent pas, entre guillemets, mais qui se travaillent, une forme d'empathie aussi pour les patients et qui nécessite d'être vraiment rigoureux. À l'heure actuelle, dans le service, au niveau de l'organisation du travail, nous faisons une visite médicale tous les jours, en fait, le matin, au travers des interpellations de l'équipe pour soigner les patients. C'est pas le fait d'être médecin n'est pas la décision quand on traite d'un seul homme, c'est la décision dans le service d'une équipe. C'est-à-dire que l'aide-soignant peut très bien interpeller le médecin en disant voilà, ce patient ne va pas bien, j'ai retrouvé ça, le médecin doit le prendre en compte de façon à adapter sa thérapeutique et son attitude médicale. On accueille également des patients en urgence, on rencontre les familles pour informer les patients, informer les familles de l'état de santé des patients. Donc c'est vraiment un travail d'équipe où on peut se former tous les jours. Il existe des formations continues en fait dans le métier de médecin qui peuvent être diverses et variées selon vos centres d'intérêt. Voilà. En termes de vie quotidienne aussi, il faut savoir que le métier de médecin requiert aussi des astreintes, des gardes, des horaires qui sont des fois parfois élastiques, et bien élastiques pour certains. Voilà, moi j'ai la chance de travailler en journée en fait, mais nous avons des astreintes en fait la nuit pour répondre au service en cas de problème ou de soucis avec un patient. Voilà, donc c'est vraiment un métier évolutif, mais qui demande énormément de travail personnel dès le début des études, qui nécessite une implication de tous les jours et qui peut aboutir à des très très belles formations, des très beaux postes et des prises en charge qui sont vraiment très agréables. Voilà, c'est ce qu'on peut dire déjà à la base pour le métier. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On va passer du coup au témoignage de Barbara. Est-ce que... Bonjour. Oui, parfait. Bonjour. Est-ce que vous pouvez Alors, vous présenter? donc moi, ne vous fiez pas à mon âge, je suis bien étudiante. Je suis étudiante en 3e année donc, de pédicurie-podologie à Alençon, qui est la seule école existante dans toute la Normandie, puisque globalement, à part en Île-de-France, il y a à peu près une seule école par région administrative.
alors, la pédicurie podologie, ben, comment on y vient? Alors, je sais que déjà, on va parler de pieds, donc ça peut faire peur. Mais attention, c'est pas enfin, c'est pas une partie de corps qui est plus sale qu'une autre et qui mérite d'être soignée tout autant que n'importe quelle autre, que n'importe quelle autre partie du corps. Euh, et l'intérêt pour le métier, c'est vraiment à la fois d'avoir une partie soin, qui est donc la partie pédicurie. Alors, on est loin de la beauté des pieds, hein, on n'est pas non plus des esthéticiennes, c'est-à-dire que la pose de vernis, c'est pas notre métier, et les faux ongles, ça peut être notre métier quand c'est une indication médicale, en fait. Mais sinon, à ce moment-là, on parle d'onychoplastie, non pas de faux ongles, et on ne va le faire que sur un ongle qui va le nécessiter, et on ne va pas le faire sur l'ensemble des orteils. Et puis donc, en complément de cette partie soins, pédicurie, podologie, enfin, il y a la podologie, qui là est la partie plus fabrication des semelles orthopédiques, des orthèses plantaires. Cette partie-là, elle nécessite énormément de réflexion. Alors, elle nécessite d'abord un examen clinique, bien évidemment, dans lequel on va déterminer quels sont les troubles statiques. Alors, les troubles statiques, c'est les malformations, un déséquilibre entre une jambe et une autre. Ça peut être un problème de torsion d'un os, par exemple, qui est insuffisamment ou trop tordu, qui va faire que on va avoir des pieds qui n'auront pas la forme, entre guillemets, physiologique. Et à ce moment-là, eh ben, on va devoir amener une correction. Ça peut être aussi lié à une pratique excessive de sport avec peu d'échauffement, peu d'étirement, pas assez d'hydratation et on va avoir une tendinite à soigner, par exemple, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, donc, il faut qu'on apporte une correction. Voilà. Dans la partie soins, au-delà donc la partie pédicurie, au-delà du soin courant des ongles, le plus courant pour nous, ça reste quand même l'ongle incarné, hein, qu'il faut aller dégager, qui est super douloureux. Alors, il y a un truc qui est super satisfaisant dans notre métier, c'est que sur la partie pédicurie, quand il y a une douleur au départ, en règle générale, le patient repart sans la douleur. Donc ça, c'est super satisfaisant, super valorisant, parce qu'il y a, un soulagement immédiat en fait du patient. Et puis ensuite, on va avoir aussi des petites choses, des petits appareillages qu'on peut fabriquer pour corriger la forme de l'ongle, par exemple. Ça s'appelle une orthonixie. Donc, c'est un petit fil, un petit peu comme les appareils dentaires, un petit fil de titane qu'on va mettre dans deux petits plots. Et puis, ça va nous permettre de corriger la courbure de l'ongle. Et puis aussi d'autres petits appareillages comme les orthoplasties qui, elles, sont des petits éléments qu'on vient modeler sur mesure sur le pied du patient de façon à répartir une charge d'appui ou à éviter que des orteils se croisent ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est la partie les plus techniques qu'on peut avoir. Alors tout ça, ça nécessite évidemment qu'on travaille énormément la partie anatomique qui est à apprendre, qu'on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup en première année, un petit peu, et qu'on complète ensuite en deuxième année sur les parties plus complexes avec la neurologie. Donc je ne l'ai pas dit, mais les études se font donc sur 3 ans, directement en post-bac. On s'y inscrit via Parcoursup. Hormis les parcours comme le mien qui sont une exception, donc on a un parcours, un modèle de recrutement qui est un peu différent. Voilà, grosso modo. Alors là, ce qui est super intéressant, hein, c'est vraiment le lien avec le patient, les échanges aussi avec les médecins, alors que ce soit les médecins traitants, les médecins diabétologues, parce qu'on a énormément de patients qui sont concernés par le diabète, qui entraîne des problèmes de perte de sensibilité au niveau des pieds, des gros, gros, gros risques de plaies. Donc, on a beaucoup de prévention à faire là-dessus et de soins à faire sur les patients diabétiques notamment.
les personnes âgées, bien évidemment, mais aussi les tout jeunes pour lesquels on va aller traiter une verrue ou d'autres petits soucis comme l'hypersudation, des choses comme ça. Voilà grosso modo ce qu'on peut faire quand on est pédicure podologue. Alors par contre, par rapport à ce que j'ai entendu tout au début, alors j'ai pas assisté au tout début, mais euh, 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 il était présenté des emplois plutôt salariés. Alors nous, on travaille beaucoup en libéral. À 98%, on est libéral. Et quand c'est du salariat, c'est très, très, très souvent du salariat à temps partiel, ce qui veut dire que soit il faut qu'on cumule les employeurs, soit on cumule libéral et salariat. Voilà. C'était le gros. Et en termes de mode de travail, de plus en plus, on travaille dans des maisons de santé ou en cabinet individuel, mais c'est vrai que de plus en plus, on travaille en maison de santé, en pluridisciplinaire, donc aux côtés des médecins, des kinés, des infirmières, enfin, infirmiers et infirmières. Voilà, c'est de plus en plus en pluridisciplinaire. Merci beaucoup. Hop. Et on va passer à Antonin. Donc bonjour à tous. Ah, d'ailleurs, il y a une petite erreur. Ah oui, non, oui, moi je suis en quatrième année d'école de kiné, oui. Euh, donc pour vous parler assez rapidement du métier de kinésithérapeute, donc c'est un métier qui est assez vaste dans le champ d'exercice. Je ne sais pas, donc vous en tant qu'élève, quelle image vous avez du master kinésithérapeute. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très certainement que l'image que vous avez, elle est assez partielle. On a un champ de compétences qui est assez large et on va prendre en charge différentes pathologies. Donc le métier de masseur kinésithérapeute, c'est un métier de la rééducation, comme d'autres métiers comme ergothérapeute notamment, euh, en partie aussi la podologie. Et donc, on va pouvoir intervenir auprès de différents, on parle de champs cliniques. On va voir par exemple tout ce qui est musculo-squelettique, les troubles, c'est dans le nom musculo-squelettique, orthopédie musculaire. Donc, ça va de la simple entorse chez par exemple les patients jeunes à, euh, à d'autres troubles plus importants. Voilà. On a le champ de la neurologie, neuromusculaire. Donc, on va avoir les patients après, par exemple, des AVC, euh, différentes maladies neurologiques, la sclérose en plaques, le Parkinson, etc. Et après, on va avoir aussi un champ d'action dans tout ce qui est cutané trophique, vasculaire. Donc, on va pouvoir faire du drainage lymphatique pour les gens qui auraient des troubles de la circulation. On va pouvoir traiter tout ce qui est cicatrices pour leur redonner de la mobilité. Euh, Et on va intervenir donc dans ces différents champs cliniques auprès de différents publics, à savoir on travaille aussi bien avec les jeunes, enfin, aussi bien avec les enfants, donc c'est la pédiatrie, de quelques mois à 18 ans, et après pour tout le reste de la vie également, donc jusqu'à la gériatrie, donc les personnes âgées. Donc des champs d'action qui sont assez divers et des populations qui sont également assez diverses. Le tout dans différents lieux. Donc, on a la pratique donc, libérale, évidemment, donc, en cabinet, salarié également, donc dans les centres, dans les hôpitaux, en phase plutôt aiguë, c'est-à-dire quand on vient d'avoir une pathologie, et dans les centres de rééducation, dans les maisons de santé, etc. Parfois à la phase chronique, parfois c'est à la phase aiguë, en fonction des pathologies. Voilà, donc on intervient à différents moments auprès de différentes pathologies et euh, dans des publics assez différents, donc c'est un métier plutôt divers. Et même une fois kinésithérapeute, on peut exercer son métier de différentes façons. Par exemple, il y a la possibilité d'intervenir auprès d'entreprises, il y a la possibilité de travailler donc à différents endroits, c'est ce dont je disais, dont je parlais. Et voilà, donc un métier qui est très large dans les modes d'exercice. Et avec différents outils, ça peut être aussi bien avec ses mains, c'est un métier qui peut être manuel, mais pas que. On a un travail, par exemple, de réentraînement à l'effort pour les patients cardiaques, par exemple, donc c'est très très vaste. Et pour ce qui est du, du parcours de formation, on fait une première année post-bac donc en passe, comme pour la médecine, ou les licences accès santé selon les universités. Par exemple, le pass n'existe pas à l'université de Caen, mais il y a des licences, par exemple droit, option santé, qui permettent d'accéder à la formation de kiné qui se fait en 4 ans après cette première année universitaire.
Voilà. Et après, donc la formation se déroule entre des périodes en cours, où on a des cours théoriques et des cours pratiques, et des périodes de stage qui alternent. Il y en a au moins 2 périodes de stage tous les ans pendant les 4 années. Et en plus de ça, c'est une formation qui peut se faire en alternance, enfin en apprentissage, en tout cas en contrat d'apprentissage, ce qui permet de rajouter encore plus de temps en entreprise, en fait, de temps de formation, de temps de pratique en stage. Voilà. Donc un métier qui est très professionnalisant. Déjà, il n'y a pas de chômage en kiné. Et en plus de ça, tous les ans, à partir du moment où vous êtes dans l'école, vous allez pratiquer en stage et apprendre auprès de vos pairs. Voilà. Est-ce qu'il y avait vous vouliez Merci. d'autres précisions? Du coup, il est possible de pratiquer en libéral et en tant que salarié, c'est bien ça? C'est ça. On a l'exercice, la majorité de la profession se fait en libéral, je crois que c'est à hauteur de 80%. Mais il est également possible d'être employé, donc en salarié, en contrat de placement temporaire, donc en intérim, et également en CDD, dans différentes structures. Super. Merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler maintenant de notre plateforme Destination Métiers. Donc c'est la plateforme de l'agence de l'orientation. Donc on y retrouve des informations sur les métiers, donc qui sont classés par secteur d'activité. Euh, Vous pourrez retrouver côté santé un guide qui est plutôt complet sur toutes les formations en santé de la région Normandie, ainsi que des informations, des témoignages métiers, etc. C'est plutôt riche en termes d'informations. Il est aussi possible de se mettre en relation avec des ambassadeurs métiers et des ambassadeurs formation. Donc, ce sont des professionnels comme les personnes que vous venez d'entendre, qui sont prêts à répondre à vos questions. Ils ont aussi rempli leur petit profil sur la plateforme avec leur mission, etc. Donc, ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur leur métier ou leur formation. Et enfin, nous avons aussi une possibilité de trouver des stages de découverte. Donc, c'est des stages de 3 à 5 jours ou des stages un petit peu plus longs sur la plateforme. Donc, vous verrez, ça s'affiche sur une carte interactive de Normandie avec du coup les différents stages qui sont déjà proposés. Je vais vous proposer maintenant qu'on passe sur le temps d'échange. N'hésitez pas, si vous avez des questions, là vous avez quand même plusieurs professionnels à votre disposition, donc ça peut être le moment de poser toutes les questions que vous avez pu vous poser. Peut-être, moi je voulais revenir avec Barbara, pourquoi du coup ce changement de métier et pourquoi cette réorientation? Alors, bah, à l'heure, à l'âge de notre public d'aujourd'hui, là, j'avais pas une confiance énorme en moi, on va dire, à l'heure de l'orientation. Et bah, j'avais toujours voulu intérieurement aborder un métier médical ou paramédical. Et puis bah, je me le suis interdit, parce que j'ai jamais osé dire à mes parents que j'avais envie de faire ça. Je pensais que j'en étais pas capable. Voilà. Et puis bah, il s'est trouvé qu'il y a eu un changement de vie à 50 ans qui fait que voilà, les planètes ont été alignées et j'ai choisi ce métier-là. Alors en réfléchissant bien évidemment un petit peu différemment que la façon dont nos petits jeunes vont réfléchir aujourd'hui, mais moi en me disant bah, il faut vraiment que je sois capable d'aller jusqu'à la retraite sans avoir trop mal au dos, trop ci, trop ça. Et puis ce qui m'intéressait vraiment dans ce métier-là, c'était effectivement le côté soin et ce dont j'ai peut-être un petit peu, enfin, ce que j'ai un petit peu échappé tout à l'heure, mais il y a aussi le côté très manuel en fait. Alors dans le soin, bien évidemment, on est manuel, mais il y a aussi le côté fabrication des semelles orthopédiques qui lui bah, se fait en atelier, en utilisant, en choisissant les matériaux en fonction de l'effet qu'on veut avoir en fonction des contraintes du patient et en fonction enfin, pour s'adapter vraiment aux souhaits et aux besoins du patient, soit à son modèle de chaussure, soit à son activité physique, soit enfin, à plein d'éléments différents qu'on doit tous mettre ensemble pour réussir à vraiment enfin, fabriquer la semelle qui correspond au patient. Et voilà ce qui m'intéressait dans ce métier-là, c'est vraiment je dirais la diversité des activités et le côté soin avec le patient qui est super intéressant.
Merci beaucoup. Je vois qu'on a une question du collège Pierre Corneille qui demande: «Et pour l'hôpital psychiatrique, comment ça se passe?» Alors, est-ce que vous pouvez peut-être préciser la question? Et j'ai vu qu'il y avait une main levée aussi tout à l'heure, je ne sais pas si c'est encore le cas? Non, j'ai pas l'impression. Donc si on peut avoir, ouais, juste la petite précision du collège Pierre Corneille. Et n'hésitez pas si vous avez, d'autres questions dans le chat. Par rapport aux études. Alors pour essayer d'apporter une réponse, c'est vrai qu'à une certaine époque, je prends l'exemple du métier infirmier, il y avait une formation spécifique pour infirmier en soins généraux et une formation spécifique pour infirmier en psychiatrie. Aujourd'hui, tout est réuni. Donc, c'est vraiment l'Institut de formation en soins infirmiers qui prépare au métier d'infirmier, quelle que soit la spécificité dans laquelle on exerce après. Après, on peut aller travailler dans n'importe quelle structure, dans n'importe quel établissement, et c'est plutôt des formations complémentaires, des formations au sein de l'établissement ou que peut financer l'établissement pour exercer sur une spécialité, en tout cas une spécificité en tant qu'infirmier. Et pendant les 3 ans, il y a aussi des cours plutôt apportés sur la psychiatrie, ainsi qu'un stage qui sera réalisé en général sur un hôpital ou un secteur psychiatrique pendant les 3 ans d'études. Merci. Moi, je peux répondre par rapport au côté médical. Alors, pour l'hôpital psychiatrique, par rapport aux études, la question peut aussi soulever comment devient-on psychiatre. Eh bien, en fait, il faut une formation médicale, donc parcours classique post-bac avec les études médicales, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, jusqu'à un internat de spécialité, on appelle donc l'internat de spécialité, alors que ce soit le chirurgien, le cardiologue, le psychiatre, en fait, qui, au terme de cet internat de spécialité, permet d'être validé en tant que psychiatre au terme d'une thèse qui vous donne le doctorat. Et donc l'exercice, soit en cabinet de ville, en tant que psychiatre libéral, soit en tant que psychiatre hospitalier. Merci beaucoup. Donc, on a d'autres questions. Où sont les écoles pour devenir masso-kinésithérapeute? Alors, je vais pouvoir en partie répondre. J'avoue que je ne les connais pas toutes. Globalement, chaque école de massothérapie travaille avec une université. Par exemple, moi, je suis étudiant à l'école d'Alençon et par conséquent, j'ai dû faire pour y accéder l'université de Caen. Voilà, une école travaille avec une université. Donc, en fait, actuellement, on ne choisit plus l'école de kiné dans laquelle on souhaite étudier. En fait, ça dépend de l'université dans laquelle on va faire notre première année. Donc, je sais que comme école qu'il existe en Normandie, en tout cas, il y a donc Alençon, il y a Rouen, il y a Laval, alors ça c'est dans la Sarthe, Lamus, et voilà, c'est pour les noms que j'ai spontanément plutôt dans le coin. Mais donc ça va, et en fait, on choisit pas l'école, ça va dépendre de l'université. Et après, il y avait une question sur comment cela se passe lorsqu'on veut spécialiser en tant que kiné. Les spécialités n'existent pas en kinésithérapie. Je sais que ça existe par exemple pour les médecins, mais pour les kinés, ça n'existe pas. Après, c'est dans l'emploi vulgairement en fait le mot spécialisé en quelque chose, mais ça veut simplement dire que la personne prend essentiellement une pathologie ou intervient auprès d'un public en particulier, mais dans les faits, il n'existe pas de spécialité pardon, en tant que kiné. D'accord, merci. Une autre question, savez-vous quelles études faire pour devenir sage-femme? Je ne sais pas si quelqu'un peut nous répondre. Maintenant, le tronc est commun, en fait, au niveau médical, kiné, maïotique. Maïotique, c'est le côté sage-femme, en fait. Donc en fait, c'est le concours d'année, enfin, le concours de première année en accès, en fait. Donc, moi, je fais partie d'une époque où
les différents concours étaient tronçonnés, que ce soit kiné, sage-femme. Nous étions regroupés médecine et dentaire à l'époque. Donc, à l'heure actuelle, ils sont tous regroupés. Donc, il y avait le PASS, il y a le LAS. Donc, il y a le pass d'accès à la santé ou la licence d'accès à la santé. Ça, je peux vous répondre un petit peu à la question suivante. Ça dépend un peu du feeling et de ce qu'on veut faire. En fait, si on veut vraiment se diriger vers des études médicales, maïeutiques, ou si on veut accéder à des licences de sciences de vie, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse différence et c'est vraiment en fonction de ce que souhaite l'étudiant, en fait, ou le futur étudiant. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, maïeutique, donc sage-femme, est noyée, si on peut dire, dans le concours d'accès de première année qui regroupe les kinés et les médecins. Merci. On me demande aussi où se situent les écoles d'infirmiers. Combien y a-t-il de stages dans les études d'infirmière? Alors, les écoles d'infirmiers, il y en a donc pour nous sur le Havre, il y en a une. Après, on a Fécamp, dans chaque ville, il y en a à peu près. Rouen, c'est pareil, il doit y en avoir 2, je crois, à Rouen. C'est ça, 2 à Rouen, enfin une à Rouen, une à Bois-Guillaume, justement à Bois-Guillaume sur la Croix-Rouge, et une sur Saint-Étienne-du-Rouvray avec l'hôpital psychiatrique, une à Dieppe aussi. Après Lisieux, il y en a quand même plusieurs sur le territoire, Évreux aussi. Ouais. Ça englobe aussi l'école d'aide-soignante aussi. En général, ce qu'on appelle les IFSI, les instituts de formation en soins infirmiers, font aussi les soins pour les aides-soignantes. Et il y a aussi du côté puériculture. Après, des écoles d'infirmières, il y en a aussi en Basse-Normandie. Je sais qu'il y en a sur Alençon, sur Flers. Je crois même sur l'Aigle, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, et après sur Lisieux et d'autres. Bon, je les ai pas toutes en tête, mais il y en a. C'est assez réparti dans toute la région. Merci. Pour les formations de psychiatrie, est-ce qu'on est sur le terrain? Est-ce qu'on va à l'hôpital? Oui. Oui. Et de stage, surtout, hein, que ça soit en psychiatrie, donc dans un établissement psychiatrique, il y en a différents. Tout dépend à quel niveau d'études on se situe. Voilà. En fait, que ce soit infirmier, médecin, de toute façon, vous avez des stages psychologues, vous avez des stages appropriés en unité en fait, hospitalière, de façon à être plongé au cœur même on va dire, du soin et de la prise en charge. Donc, au-delà de l'aspect livresque des études, les stages, que ce soit psychiatrie ou autre, permettent d'être immergé dans un service hospitalier et surtout de voir comment ça fonctionne et de voir les prises en charge adaptées à ce qu'on a appris au niveau des livres. Donc, ça permet aussi de voir aussi si ça plaît, tout simplement, parce que il y a des fois, on se fait une idée différente de ce que on se dit, tiens, psychiatrie, ça m'intéresse, et puis finalement, au contact du terrain, des patients, de l'organisation de service, finalement, on s'aperçoit que c'est pas du tout son truc. Donc, pour ça, nos métiers sont très évolutifs et nous permettent vraiment de, on va dire, choisir son propre parcours en fonction de ses choix, de ses envies. Bon, après, effectivement, ça nécessite quand même beaucoup d'implication personnelle, de travail, mais c'est comme tout. On a une autre question. Quel genre de diplôme faut-il pour travailler avec les personnes âgées? Divers et variés. C'est ça, j'ai envie de dire tout diplôme, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la population en France vieillit. Donc, qu'on soit médecin, quelle que soit la spécialité, qu'on soit kiné, qu'on soit infirmier, qu'on soit pédicure-podologue, quel que soit le métier qu'on exerce, on va travailler auprès des personnes âgées. Donc, vraiment, tous les professionnels vont être amenés à travailler avec les personnes âgées. Après, on peut avoir des... aussi. C'est ça, voilà.
Et puis, on va avoir des formations parfois complémentaires qui permettent de se spécialiser auprès, c'est ça, dans la prise en charge de la personne âgée. En tout cas, tout le monde, dans tous les métiers de la santé, on côtoie des personnes âgées. Quel est le but du domaine de la podologie? Alors, la podologie, je l'ai dit tout à l'heure, elle est associée systématiquement à la pédicurie, c'est-à-dire qu'on a un diplôme qui nous donne les deux métiers. Mais la partie purement podologie au sens littéral du terme, c'est vraiment l'étude de la posture et du coup la correction de la posture avec les semelles orthopédiques. C'est vraiment ça le but du métier, la correction d'un problème postural grâce aux orthèses plantaires, aux semelles orthopédiques. Et pour répondre un petit peu à la question d'avant, en effet, on va travailler aussi bien pour les enfants. Alors, avec toutes les précautions qu'il faut prendre sur un enfant, que jusqu'à la personne âgée, mais vraiment, on travaille avec tout public, en fait. Il n'y a pas d'âge particulier. Et pour le coup, la podologie est très, 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 et la pédicurie, on travaille souvent avec des personnes âgées. Merci. Savez-vous combien d'années d'études il faut pour devenir orthodontiste? Orthodontiste. Alors, je vous avouerai qu'aucune idée, parce que c'est vraiment pas notre filière. Je crois que de mémoire, c'est une spécialisation des dentaires, en fait. Alors, pour vous donner une idée sur le parcours des dentaires, donc là, à l'heure actuelle, c'est pareil aussi, leur concours est noyé avec tout le monde. À l'époque où moi je l'ai passé il y a bien longtemps, en fait, la promotion se composait des 3/4 médecins et 1/4 dentaires. Donc les écoles de dentisterie n'étaient même pas sur la région parce que de mémoire, Rouen n'en fait pas partie. Il fallait que l'étudiant qui était reçu en dentaire à Rouen devait de toute façon s'expatrier. Après, de mémoire, je ne saurais plus. Après, l'orthodontie reste, je crois, une spécialisation de la dentisterie. Et je pense qu'il faut passer un diplôme ou avoir une expérience dentaire non négligeable pour pouvoir être orthodontiste, mais sans vous l'affirmer. Alors, si je peux, je confirme ce qui vient d'être dit. Alors, c'est pas, voilà, c'est une petite recherche Internet qui permet de confirmer. Moi, j'ai une durée de 8 ans pour préparer le diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, donc ce que vous disiez tout à l'heure, et avec une spécialité d'orthopédie dento-maxillofaciale. Donc, c'est bien une spécialisation après un diplôme de docteur en chirurgie dentaire. Merci beaucoup d'avoir vérifié. Combien d'années il faut en plus pour faire ostéo en plus de kiné? Alors, J'ai répondu dans le chat, mais en fait, parfait. c'est pas forcément peut-être dans le sujet parce que déjà l'ostéopathie c'est pas un métier de la santé et il n'y a pas de lien entre les deux métiers. Parfait. Bon, bah, ça a été répondu, c'est bon. Y a-t-il un concours à la fin des études pour devenir infirmier ou est-ce qu'on rentre directement dans la vie active? Alors, maintenant, il n'y a plus de concours en fin d'année, hein, comme moi j'ai pu avoir il y a quelques années. C'est la notation de tous les stages, les rapports de stage, les notes des contrôles écrits, ainsi que la validation des différents modules. Hein, il faut un certain nombre de points. La seule chose qu'il y a à présenter à l'oral en fin d'année, c'est un travail de fin d'études sur un thème, une situation qu'on a pu rencontrer et de se mettre à analyser la situation, rencontrer différents soignants, donc que des infirmières, hein, pour pouvoir analyser et voir comment on aurait pu, nous, faire face à la situation de départ. Et dès qu'on a l'obtention du diplôme, eh bien oui, on rentre directement dans la vie active. Merci beaucoup pour cette précision.
Je vois que ça n'avait pas été assez clair apparemment entre la PASS et la LAS. Est-ce que c'est possible d'en reparler rapidement? Moi, je peux en parler rapidement si vous voulez. Donc, c'est ce qui a été dit dans le chat également, c'est que en fait, la LAS, c'est une licence accès santé, c'est-à-dire que c'est une option, c'est la mineure santé. En fait, vous allez avoir votre licence principale, qui peut être droit, mathématiques, informatique, etc. Et en plus de votre licence principale, vous allez avoir une option, qui est une option santé, où il y aura des cours de médecine. Voilà. Et en fait, en validant à la fois votre majeur, donc votre licence et l'option, vous allez pouvoir, si vous avez des notes suffisamment bonnes, accéder aux études de santé. Si jamais vous n'y arrivez pas, eh ben, vous continuez dans votre licence initiale qui peut être droit, mathématiques, etc. PASS, c'est une licence qui comporte aussi bien de la médecine dans la majeure que dans la mineure, c'est-à-dire que vous avez essentiellement des cours de médecine. Mais ce qui est important à préciser, c'est que PASS n'existe pas dans toutes les universités. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai fait l'université de Caen et la PASS n'existait pas. Il y a uniquement des licences LAS, donc accès santé. Enfin, très rapide. Ils Merci donnent accès aux mêmes choses, mais elles n'existent pas forcément dans toutes les universités. beaucoup. Et du coup, une dernière question. Y a-t-il un concours après les 3 ans d'études en psychiatrie? On voit qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce métier. Alors, moi, je comprends pas forcément très bien la question, un concours après les 3 ans d'études de psychiatrie. Parce qu'après, alors c'est ce qu'on évoquait, si c'est en lien avec les études d'infirmier, ce sont des études généralistes, si je puis dire, et après, on va aller exercer dans un établissement psychiatrique comme on irait exercer dans un établissement de santé commun, général, si je puis dire. Et après, au niveau médical, c'est plutôt au niveau de l'internat, de la spécialisation. Après, au niveau de l'internat, enfin au niveau médical en tout cas, en gros, le schéma, c'est 6 ans d'études avant de passer le concours de l'internat, on va dire. Le concours de l'internat permet de déboucher sur un internat de spécialité qui, lui, vous mettra dans la filière, qui vous permettra on va dire, d'être votre futur métier. Donc, en général, quand, par exemple, vous avez un internat qui s'oriente plutôt vers tout ce qui est cardiologie vasculaire, vous aurez un cursus essentiellement dans ces services-là. Donc, en fait, sur la fin de l'internat correspondant à une spécialité, vous n'avez pas de concours, vous avez en fait à passer une thèse pour être ce qu'on appelle doctorant, c'est-à-dire avoir un doctorat et être déclaré en fait docteur d'État en médecine, donc en psychiatrie, au terme de ça. Mais on va dire l'orientation dans la spécialité se joue à la fin des 6 années, on va dire, d'études primaires en médecine. Très bien. Merci beaucoup. Je tenais à remercier tout particulièrement les intervenants. Ça a été très qualitatif. On a pu vraiment aborder pas mal de métiers différents dans le domaine de la santé. Donc un grand merci et merci pour toutes ces questions aussi de la part des collégiens, lycéens, etc. Je vous remercie à tous et puis on va conclure comme ça cette matinée de l'infométier dans le domaine de la santé.